Bonjour. On se repenche aujourd'hui sur Tsubomi, sur le problème Tsubomi. Toxic Girl est venue me voir pour me dire que ça ne tenait pas debout, vraiment, ce qu'ils ont dit pendant le live. Quelle surprise, n'est-ce pas? Toxic Girl est spécialisée dans la création et la gestion d'entreprises. Elle a 2 entreprises. Elle est en train d'en créer une 3e et elle m'a proposé un Google Doc dans lequel elle revient un petit peu sur tout ce qui a été dit et sur ce qui lui paraissait bizarre. Donc nous allons le lire ensemble. Et après ça, nous avons ici un thread de Fulan Sujisatsu qui lui aussi débunk un petit peu tout ce qui a été dit par rapport à la gestion d'entreprise. Parce que c'est vrai que quand on s'y connaît pas, on peut être vite perdu. Et quand on dit les choses, enfin la personne dit les choses, a l'air de s'y connaître, donc on n'a pas trop le choix que d'y croire. Bon. Écoutez, on y va tout de suite. Donc Tsubomi édition, un cas d'école. Avant d'aborder le sujet en profondeur, il faut d'abord mettre 5 faits importants sur la table. 1. Une SAS est une société à action simplifiée. Le terme employé pour celui qui la dirige est président. Néanmoins, il ne faut pas se tromper. Le terme président dans une SAS est égal à celui qu'un dirigeant d'une SARL qui se nomme gérant. Président SAS égale gérant SARL. 2. La ressemblance entre la SAS et la SARL ne s'arrête pas là. Une SARL est une société à responsabilité limitée, ce qui veut dire que vous, en tant que personne physique, n'engagez pas votre responsabilité dans la société qui est représentée sous le terme de personne morale. Si la société, personne morale, a un capital de 5 000 €, en cas de faillite, cela ne sera pas vous, la personne physique, de payer, mais la société, personne morale avec son capital de 5 000 €, et cela ne pourra pas aller au-delà de cette somme. Car le capital fixe de manière ferme la capacité de remboursement de la société, personne morale, en cas de faillite. La SAS marche sur le même système. 3. Quand vous n'êtes pas unique actionnaire de la SAS, tout comme pour une SARL, vous avez pour obligation de réunir tous les actionnaires pour choisir le président gérant de la société et voir à sa rémunération. Ainsi, il doit y avoir un procès-verbal d'assemblée générale qui doit notifier les décisions prises, article 27 des statuts SAS. 4. Un président gérant peut être salarié ou non salarié. Un président gérant non salarié va bosser gratuitement pour la société et ne se faire rembourser que ses frais engagés pour cette dernière. Il peut également mettre en place une disposition qui lui permette de toucher un pourcentage sur les bénéfices de la société. Puis, vous avez le président gérant salarié. Il va être un salarié ordinaire et être au régime général normal, article 23.3 des statuts SAS. À savoir, pareillement, que l'on doit absolument officialiser ce statut salarié ou non. Car en absence d'officialisation par le biais d'un procès-verbal d'assemblée générale, la personne est considérée comme salariée de la société par défaut. Ainsi, à tout moment, l'URSSAF peut faire un redressement de cotisation salariale sur cette base. 5. Un président gérant non salarié peut toucher le RSA. Néanmoins, son obtention sera soumise au chiffre d'affaires de la société. Si la société se porte bien, la personne n'aura rien. Si elle se porte mal, il touchera le RSA, du coup en compensation, pour avoir un revenu décent, disons, tout simplement. Source, site du gouvernement. Dernier point vital pour comprendre parfaitement l'ensemble de l'affaire. Il existe une annexe à mettre au statut de la SAS. Cette annexe s'appelle État des actes accomplis pour le compte de la société en formation. Dans cette partie, on voit tous les frais engagés pour la formation de la société. Néanmoins, une fois que la société est faite, tous ces frais retournent au compte de la société et on peut obtenir le remboursement de ces derniers de la part de la société qui est une personne morale. Voilà, maintenant que vous savez tout cela, on peut passer maintenant au cas Tsubomi édition. Je n'ai jamais vu de statut aussi chaotique, alors on va commencer par le commencement. Alors évidemment, toutes les sources qu'elle a mis, je vous les mettrai dans la description. Tsubomi édition est une SAS à capital social de 10 000 €. Donc, la faillite de la société n'ira pas plus loin que 10 000 € de remboursement. Yacine n'aura rien à payer. Yacine est le président/gérant et aucun document dans les statuts ne clarifie s'il est salarié ou pas, donc il devient salarié par défaut.
Si Yacine touchait le RSA, ce n'est que pour deux raisons possibles. A. Il fut considéré comme un non-salarié par le conseil général de son département et vu un chiffre d'affaires faible, le RSA lui fut accordé. B. Il s'est considéré d'office comme non-salarié et n'a pas déclaré qu'il était président-gérant d'une société, le cas A prouvant que la société ne fonctionne pas. Le cas B montrant pour sa part qu'il n'y connaît strictement rien dans le domaine et qu'il se retrouve dans un cas de fraude aux prestations sociales. Dans les statuts de la société de Tsubomi Édition, il y a une annexe, état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, et on y retrouve dedans la campagne Ulule, ainsi que les divers frais engagés pour la création de la société, l'annexe notifiant bien que c'est Yacine qui les a engagés. Ainsi, vu que cette annexe figure dans les statuts de la SAS, c'est maintenant considéré comme appartenant à Tsubomi Édition, et il pouvait en demander le remboursement à la société. Il chiffre dans l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation dedans une grande partie de frais pour un montant de 66 204,95 €. La campagne Ulule est aussi présente pour un montant de 61 320 €. En sachant que les frais postaux sont bien gonflés et impossibles en faisant le calcul, 1200 colis d'1 kilo en colissimo, cela fait que 9 900 € TTC, pas plus de 20 000 €. Oui, du coup, dans le live, il dit Chronopost. Sur son Google Doc, il a dit Colissimo. C'est vrai que Chronopost, c'est 4-5 fois plus cher que Colissimo. Pourquoi être passé par Chronopost dans ce cas? C'est vrai que ça n'a pas de sens. Et j'avais tiqué là-dessus, c'est un détail. Enfin, pas tant de détail que ça, mais j'avais vraiment tiqué là-dessus. Donc pas plus de 20 000 €, ce qui ferait en réalité 56 304,95 € de frais engagés réellement. La différence avec le montant des dons d'Ulule pouvait couvrir une bonne partie de ce qui n'est pas chiffré, les frais d'immatriculation de la société, le dépôt de la marque à l'INPI, l'ouverture du compte, son dépôt de fonds de 5 000 € pour le capital, ainsi que la location d'un bureau dans une pépinière d'entreprise, car en général les prix sont faibles dedans. En réalité, il n'a quasiment pas mis d'argent dessus au démarrage, les donateurs Ulule ayant fait le plus gros du travail. PS, la commission Ulule est comptée dedans. S'il a mis de l'argent sur la table pour cette dernière, ce n'est que par la suite et certainement pas au début de sa création. Le seul point non éclairable de cette liste, c'est le fameux contrat pour la création de l'application. Rien, impossible de savoir si c'est un paiement mensuel, un paiement global ou un paiement à la livraison de l'application. Abordons maintenant le système de sa maison d'édition, une pure calamité. Sincèrement, c'est une erreur de pur débutant dans le domaine. Pour le peu que l'on prépare vraiment un projet dans le domaine, on ne commet pas le pack d'erreurs mortelles qu'il a commises. Des paiements de droits par chapitre, ce qu'on appelle communément un valoir ou une avance sur vente pour des auteurs inconnus. On ne fait pas une plateforme en version application pour une lecture par chapitre, car coûteux, sans sécurité financière pour un démarrage. On prend un format e-book pour une publication par tome et une publication papier à l'impression à la demande sur Amazon. Cela ne coûte rien, aucun argent à avancer. On choisit un diffuseur-distributeur français spécialisé dans le domaine, cela ne coûte rien, et le diffuseur-distributeur se paye à la vente. Et il peut même, moyennant 100 € environ au titre, faire la mise en page des e-books. On prend un format associatif et non SAS quand il y a autant de pseudo-bons sentiments, ce qui est totalement légal. Une absence de publicité dans le milieu du manga et du webtoon, l'absence de pub valable, de suivi, d'informations autour des publications, un communiqué de presse dans une entreprise spécialisée coûte en moyenne moins de 1 000 €. Encore pire quand un pote YouTube avec des potes youtubeurs sont incapables de faire une pub valable pour la maison d'édition, c'est aussi ce que j'avais mis en avant. On parle pas de n'importe qui, c'est l'ermite moderne qui a des amis youtubeurs et il avait qu'un seul job, on y revient, mais il avait qu'un seul job, c'était faire la promotion, il a fait 0 promotion. C'est incroyable. Pire encore, au-delà de ça, on retrouve un fait grave, de l'argent jeté par les fenêtres pour un oui et un non pour des montants monstrueux, alors que des freelances pouvaient faire aussi bien pour moins cher. 20 000 € pour un design, une ligne de pub et artistique, 20 000 € pour rien car la boîte n'a jamais fonctionné.
Bref, quand on n'y connaît rien dans le monde de l'édition, qu'on ne veut pas aller se renseigner et qu'à une époque comme la nôtre, s'informer n'est pas compliqué, il vaut mieux ne rien faire. Tout le monde ne peut pas ouvrir une entreprise, et encore moins une maison d'édition, car même s'il ne dit pas tout, vu qu'il est au RSA visiblement, l'accompagnement n'a pas eu lieu comme il se doit et il a tout fait à l'arrache. Sinon, avec un projet Gouffre Afrique, personne n'aurait dit oui. Il faut comprendre que quand on maîtrise les outils numériques, qu'on prend les bonnes formations dans le domaine qui sont quasiment toutes gratuites, Google et j'en passe, qu'on est seul à la barre, une maison d'édition 100% numérique ne doit pas coûter dans son fonctionnement plus de 1000 € à l'année. Oui, moins de 100 € par mois. Et je peux vous dire que Toxic Girl sait de quoi elle parle, vu qu'elle fait elle-même, elle écrit des bouquins et elle a sa société. Tsunomi Édition est un pur cas d'école de tout ce qu'il ne faut pas faire dans le domaine de la société et de la maison d'édition. Cela prouve aussi l'immense incompétence de Yacine qui a cru qu'une maison d'édition serait une boutique lambda. Mieux encore qu'il n'a aucune formation dans le domaine de la gestion et la création d'entreprise. Je ne comprends même pas comment on a pu le laisser faire. La seule explication viable, il n'a jamais déclaré au Conseil général ni à la CAF qu'il allait ouvrir sa structure. Et que l'argent a été apporté par don, Ulule, épargne personnelle, quelle qu'en soit l'origine, et que tout s'est fait sous les radars. Car une personne avec un peu d'expertise dans le domaine aurait dit « Stop, tu vas te casser la gueule ». Voilà, et bien merci beaucoup Toxic Girl pour ce Google Doc qui explique pas mal de choses et qui met en lumière pas mal de problèmes, parce que bon, ça c'était sûr, c'était évident que ça avait été extrêmement mal géré. Là, on comprend déjà un peu mieux le pourquoi du comment. Du coup, je vous propose de passer sur le thread de Fulanse Jisatsu qui explique à peu près la même chose. Le thread est très très long, on va voir s'il y a des choses qui seront rajoutées par rapport au Google Doc de Toxic Girl. Du coup, Tsubomi édition ermite moderne et psychotélique. Pour info, il aura fallu que 9 minutes pour avoir le premier gros mensonge prouvable en quelques secondes. Yacine dit qu'il sera saisi sur ses futures rentrées d'argent pour les impayés de Tsubomi. C'est une SAS. Seul ce qu'il a investi à titre personnel peut être saisi, alors que la boîte a été ouverte par un crowdfunding. Donc, pas son argent, sauf 5100 €. Résultat, il ne peut être saisi au-delà de 5100 €. J'ai volontairement pris un screen en petit pour que vous ayez les infos sur la fiscalité d'une SAS. Alors, on va voir ça un petit peu. Donc oui, si on le voit, société par action simplifiée, donc SAS. Donc finalement, tout ce qui est écrit ici, c'est tout ce dont Toxic Girl a parlé. Donc oui, Yacine a mis 5100 € dans la société. Voilà donc les 3 souscripteurs, donc l'Almi Yacine, Brahimi Fad Hatim et l'Almi Meriem, donc pour un total de 10 000 €. Donc il disait, j'ai volontairement pris un screen en petit pour que vous ayez les infos sur la fiscalité d'une SS, car je sens gros comme une maison qu'ils vont utiliser l'excuse des charges, alors qu'ils en sont fortement exonérés. Je m'avance peut-être, on verra. Suite à ce gros mensonge volontaire dès le début du live, Tsubomi, on vous dit tout, cela prendra le temps qu'il faudra, mais je vais tout fact-checker de bout en bout pour vous en faire part. Ayant bossé et eu des boîtes, entre autres dans le milieu de l'informatique, je peux vous dire que cette affaire est une honte absolue. Faire une app lecteur e-book aurait dû leur coûter une misère et l'argent aurait dû quasi exclusivement payer les créations publiées. Sans parler du fait qu'on sait maintenant qu'ils ont eu énormément de subventions. Donc votre argent, en plus de ce que vous leur aviez donné via le crowdfunding, là on est plus sur une erreur gestion, mais limite un scam, avec de l'argent public. Et dire que ce n'est que la 9e minute, j'ai bien fait de récupérer le live car quelques heures après, ils l'ont déjà supprimé. Ah bon ? Ah, et dans les documents de création de Tsubomi disponibles en ligne, on n'a bizarrement pas les mêmes informations que celles données par Yacine. Bien entendu, j'ai supprimé les informations personnelles comme les adresses. Bon, je continue cette abomination et je vous ferai part de la suite petit à petit. Et je reviens assez vite parce que j'ai vérifié certaines choses, comme vous pouvez le constater dans les screens joints. Tout apport fait après la création de la boîte doit apparaître dans le BODAC, bon BODACC, et les statuts de celle-ci, à savoir que j'ai les deux datant de 2 jours, et à aucun moment il n'est mentionné le moindre apport supplémentaire. Admettons qu'un crédit aurait été fait au nom de la société.
Yacine ne serait pas obligé de le rembourser. Et si un prêt aurait été fait en nom propre et que cet argent aurait été injecté dans la boîte, Yacine aurait forcément dû déclarer cela. Et donc, cette injection de capitaux devrait apparaître dans le BODAC et dans les statuts. Ce qui aurait aussi changé le nombre de parts, pourcentage de la société, de l'ermite moderne de l'Almi Meriem, qu'ils aient reçu des subventions et qu'elles n'apparaissent pas, mais paraît plausible du fait que cela n'est pas de l'injection de capitaux. Mais que de l'argent d'un des créateurs n'y apparaisse pas paraît bizarre. Déjà parce que cela est une obligation légale, mais aussi parce que cela change le rapport de force dans la structure, ainsi que les dividendes de chacun. On peut surtout voir dans le BODAC, dont vous pouvez tous accéder en ligne et donc en direct, que seules 2 mentions y figurent, la création et le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Petite question comme ça, pourquoi l'ermite moderne fait-il une vidéo le 7 décembre 2022 d'une démo de l'app Tsubomi sur sa chaîne, la caverne de l'ermite moderne, qui est sa 3e chaîne, alors que Tsubomi est en cessation de paiement depuis le 30 septembre 2022? Petite dernière chose pour aujourd'hui, j'ai lu pour le moment, alors en fait ça ils avaient expliqué, c'est qu'ils y croyaient toujours. Ils n'ont rien dit parce que ils étaient en cessation de paiement certes, mais voilà, ils y croyaient, ils disaient qu'ils allaient peut-être avoir d'autres clients, que ça pourrait peut-être remonter un petit peu le truc, enfin, c'est vrai que ça a été géré n'importe comment. J'ai lu pour le moment sans preuve que Yacine Lalmi serait proche du responsable de la société Muum, à qui Tsubomi a payé 20 000 euros pour du conseil en communication. Lol, très drôle avec le recul et la non-communication de Tsubomi. Et un prototype de design. Quelqu'un aurait-il des infos, preuves là-dessus? Car je suis en train de fouiller toutes les infos. Non mais ça aussi, Yacine le disait dans son Google Doc, où il disait, alors oui, on a mis de l'argent là-dedans, là-dedans, mais bah vous verrez jamais ce que ça a donné. Voilà. Où en était? Je suis en train de fouiller toutes les informations, son dirigeant ainsi que toutes les sociétés qu'il a ouvertes. Sincèrement, pour le moment, tout ça a l'air très très bizarre. J'ai un peu anonymisé le truc tant que je suis pas sûre de ce qu'il y a derrière. Tout cela et toutes ces sociétés avec soit 100 ou 1000 euros à leur capital sans employés, qui font soit la même chose, soit qui n'ont absolument rien à voir et qui pour certaines sont même des personnes morales à la tête d'autres sociétés. Mais je ne veux pas jeter un innocent en pâture ou le discréditer sur des sociétés qui sont clean, hein. Donc il faut vérifier et comprendre avant d'en penser quoi que ce soit, même si cela paraît bizarre. Bon, ben dès que j'ai des nouvelles informations sur cette histoire, je vous en ferai part. Très bien. Eh bien merci beaucoup, Fulan Suzisatsu. Nico, il faut que tu lises ça. Eh bien non, c'est moi qui le lis. Ah! Bon, il aura certainement sorti sa vidéo avant moi. Après, il faut pas oublier que la caution du dirigeant est la parade à la responsabilité limitée des associés. Si le mensonge était un tweet be like, qu'est-ce que... Bon bah allons-y, hein, sur taille, hop. Désolé de m'emporter, nous n'avons jamais souhaité le cyberharcèlement de Voxmenteur, lol. Nous voulons que les gens qui ont soutenu financièrement Voxmaker sachent la vérité. Le hashtag a été créé pour recueillir les témoignages et il y en a eu beaucoup. Oui, il y a des témoignages, t'inquiète pas. Donc, mais c'est une autre histoire. Eh bien, encore une fois, s'il y a des personnes parmi vous qui s'y connaissent et qui ont vu d'autres problèmes, d'autres choses qui ne tiennent pas trop debout, hein, surtout n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires parce que c'est vrai que ça peut être assez compliqué à comprendre tout ça. Donc vraiment, n'hésitez pas. Eh bien, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!